La République de Platon, livre 5e, suite. Mais il me semble, Socrate, que si l'on te laisse poursuivre, tu ne te souviendras jamais de la question que tu as écartée tantôt pour entrer dans tous ces développements, à savoir si pareil gouvernement est possible et comment il est possible. Que si elle se réalise dans une cité, il y engendre tous ses biens, j'en conviens avec toi, et je citerai même d'autres avantages que tu omets. Les citoyens lutteront d'autant plus vaillamment contre l'ennemi qu'ils ne s'abandonneront jamais les uns les autres, se connaissant comme frères, père et fils, et s'appelant de ces noms. Et si leurs femmes combattent avec eux, soit dans les mêmes rangs, soit placées en arrière pour effrayer l'ennemi et porter secours en cas de nécessité, je sais qu'alors ils seront invincibles. Je vois aussi les biens qu'ils goûteront chez eux et dont tu n'as pas fait mention. Mais puisque je t'accorde qu'ils auront tous ces avantages et mille autres si ce gouvernement se réalise, cesse de m'en parler. Essayons plutôt de nous convaincre qu'une telle cité est possible, de quelle manière elle est possible, et laissons tranquille toute autre question. Quelle irruption, m'écriai-je, fais-tu tout à coup dans mon discours, sans indulgence pour mes lenteurs? Mais peut-être ne sais-tu pas qu'au moment où je viens avec peine d'échapper à 2 vagues, tu en soulèves une nouvelle, la plus haute et la plus terrible des 3. Lorsque tu l'auras vue et entendue, tu m'excuseras certainement d'avoir, non sans raison, éprouvé hésitation et crainte à énoncer et à tenter d'examiner propositions aussi paradoxales. Plus tu parleras de la sorte, moins nous te dispenserons de dire comment pareil gouvernement peut être réalisé. Explique-le donc sans tarder. D'abord, repris-je, nous devons nous rappeler que c'est la recherche de la nature de la justice et de l'injustice qui nous a conduits jusqu'ici. Sans doute. Mais que fait cela, demanda-t-il. Rien. Seulement, si nous découvrons ce qu'est la justice, estimerons-nous que l'homme juste ne doit en rien différer d'elle, mais lui être parfaitement identique? Ou bien nous contenterons-nous qu'il s'en rapproche le plus possible et participe d'elle dans une plus grande mesure que les autres? Nous nous contenterons de cela. C'était donc pour avoir des modèles que nous cherchions ce qu'est la justice en elle-même et ce que serait l'homme parfaitement juste s'il venait à exister. Pour cette même raison, nous recherchions la nature de l'injustice et de l'homme absolument injuste. Nous voulions, portant nos regards sur l'un et sur l'autre, voir le bonheur et le malheur dévolus à chacun d'eux, afin d'être obligés de convenir, en ce qui nous concerne nous-mêmes, que celui qui leur ressemblera le plus aura le sort le plus semblable au leur. Mais notre dessein n'était point de montrer que ces modèles puissent exister. Tu dis vrai, avoua-t-il. Or donc, penses-tu que l'habileté d'un peintre se trouve diminuée si, après avoir peint le plus beau modèle de l'homme qui soit, et donné à sa peinture tous les traits qui conviennent, il est incapable de démontrer qu'un tel homme puisse exister? Non, par Zeus, je ne le pense pas. Mais nous-mêmes, qu'avons-nous fait dans cet entretien sinon tracer le modèle d'une bonne cité? Rien d'autre. Crois-tu donc que ce que nous avons dit fut moins bien dit si nous étions incapables de démontrer qu'on peut fonder une cité sur ce modèle? Certes non. Telle est donc la vérité, repris-je. Mais si tu veux que je m'efforce de montrer pour te faire plaisir de quelle façon particulière et dans quelles conditions pareille cité est au plus haut point réalisable, fais-moi de nouveau pour cette démonstration la même concession que tout à l'heure. Laquelle? Est-il possible d'exécuter une chose telle qu'on a décrit? Ou bien est-il dans la nature des choses que l'exécution ait moins de prise sur le vrai que le discours, bien que certains ne le croient pas? Mais toi, en conviens-tu ou non? J'en conviens. Ne me force donc pas à te montrer parfaitement réalisé le plan que nous avons tracé dans notre discours. Si nous sommes à même de découvrir comment, d'une manière très proche de celle que nous avons décrite, une cité peut être organisée, avoue que nous aurons découvert que tes prescriptions sont réalisables. Ne seras-tu pas content de ce résultat? Pour moi, je le serai. Et moi aussi, dit-il. Maintenant,
Nous devons, ce semble, tâcher de découvrir et de montrer quel vice intérieur empêche les cités actuelles d'être organisées comme nous disons, et quel est le moindre changement possible qui les conduira à notre forme de gouvernement. De préférence un seul, sinon deux, sinon les moins nombreux et les moins importants qu'il se puisse. Parfaitement. Or, nous croyons pouvoir montrer qu'avec un seul changement, les cités actuelles seraient complètement transformées. Il est vrai que ce changement n'est ni peu important ni facile, mais il est possible. Quel est-il ? Me voici arrivé à ce que nous comparions à la plus haute vague. Mais la chose sera dite, dut-elle, comme une vague en gaieté, me couvrir de ridicule et de honte. Examine ce que je vais dire. Parle. Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que ceux qu'on appelle aujourd'hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes, tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet, tant que les nombreuses natures qui poursuivent actuellement l'un ou l'autre de ces buts de façon exclusive ne seront pas mises dans l'impossibilité d'agir ainsi, il n'y aura de cesse, mon cher Glaucon, aux mots des cités, ni ce me semble à ceux du genre humain, et jamais la cité que nous avons décrite tantôt ne sera réalisée autant qu'elle peut l'être et ne verra la lumière du jour. Voilà ce que j'hésitais depuis longtemps à dire, prévoyant combien ces paroles heurteraient l'opinion commune. Il est en effet difficile de concevoir qu'il n'y ait pas de bonheur possible autrement pour l'État et pour les particuliers. Alors lui, après avoir proféré semblable discours, tu dois t'attendre, Socrate, à voir beaucoup de gens, et non pas sans valeur, jeter pour ainsi dire leurs habits, et nus, saisissant la première arme à leur portée, fondre sur toi de toute leur force dans l'intention de faire des merveilles. Si tu ne les repousses avec les armes de la raison, et si tu ne leur échappes, tu apprendras à tes dépens ce que railler veut dire. N'est-ce pas toi qui en es la cause ? J'ai eu raison d'agir comme j'ai fait, répondit-il. Cependant, je ne te trahirai pas, mais t'aiderai autant que je le puis. Or je puis me montrer bienveillant et t'encourager. Peut-être même répondrai-je avec plus de justesse qu'un autre à tes questions. Assuré d'un tel secours, essaie de prouver aux incrédules qu'il en est comme tu dis. Je l'essaierai, repris-je, puisque tu m'offres si puissante alliance. Donc, il me semble nécessaire, si nous voulons échapper à ces assaillants, de distinguer quels sont les philosophes dont nous parlons quand nous osons dire qu'il faut leur confier le gouvernement, afin que cette distinction faite, d'être à même de nous défendre en montrant qu'aux uns il convient par nature de se mêler aux autres, de se mêler de philosophie et de gouverner dans la cité, aux autres de ne pas se mêler de philosophie et d'obéir au chef. Il serait temps de faire cette distinction. Allons, suis-moi et voyons si d'une manière ou d'une autre nous pouvons nous expliquer suffisamment là-dessus. Avance, dit-il. Eh bien, faudra-t-il te rappeler, ou te rappelles-tu, que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il aime une chose, on n'entend point par là, si l'on parle juste, qu'il aime une partie de cette chose et non l'autre, mais qu'il la chérit tout entière ? Il faut, je crois, me le rappeler, car je ne m'en souviens pas bien. Il siérait à un autre Glaucon de parler comme tu fais, mais un homme amoureux ne doit pas oublier que tous ceux qui sont en leur bel âge piquent et émeuvent de manière ou d'autre celui qui aime les enfants, parce que tous lui paraissent dignes de ses soins et de sa tendresse. N'est-ce pas ainsi que vous faites, vous autres, à l'égard des beaux garçons ? Vous louez de l'un le nez Camus après l'avoir dénommé charmant, vous prétendez que le nez aquilin de l'autre est royal, et le nez moyen d'un troisième parfaitement proportionné. Pour vous, ceux qui ont le teint brun ont un air viril, et ceux qui l'ont blanc sont fils des dieux. Et l'expression teint jaune de miel, crois-tu qu'elle ait été créée par quelque autre qu'un amant qui flattait ainsi la pâleur d'un mot tendre, ne lui trouvant rien de déplaisant sur le visage de la jeunesse ? En bref, vous saisissez tous les prétextes, vous employez toutes les expressions pour ne repousser aucun de ceux dont fleurit le bel âge. Si tu veux dire en me prenant pour exemple que les amoureux agissent de la sorte, j'y consens dans l'intérêt de la discussion. Mais quoi, repris-je ? Ne vois-tu pas que les personnes à donner au vin agissent de même et ne manquent jamais de prétextes pour faire bon accueil
à toute espèce de vin? Si, je le vois très bien. Tu vois aussi, je pense, que les ambitieux, lorsqu'ils ne peuvent avoir le haut commandement, commandent un tiers de tribut, et que lorsqu'ils ne sont pas honorés par des gens d'une classe supérieure et respectable, ils se contentent de l'être par des gens d'une classe inférieure et méprisable, parce qu'ils sont avides de distinction quelle qu'elle soit. Parfaitement. Maintenant, réponds-moi, si nous disons de quelqu'un qu'il désire une chose, affirmerons-nous par là qu'il la désire dans sa totalité, ou qu'il ne désire d'elle que ceci et non cela? Qu'il la désire dans sa totalité. Ainsi nous dirons que le philosophe désire la sagesse, non pas dans telle ou telle de ses parties, mais tout entière. C'est vrai. Nous ne dirons pas de celui qui se montre rebelle aux sciences, surtout s'il est jeune et ne distingue pas encore ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, qu'il est ami du savoir et philosophe. De même qu'on ne dit pas d'un homme qui se montre difficile sur la nourriture qu'il a faim, ni qu'il désire quelque aliment, mais qu'il est sans appétit. Oui, et nous aurons raison. Mais celui qui veut goûter de toute science, qui se met joyeusement à l'étude et s'y révèle insatiable, celui-là, nous l'appellerons à bon droit philosophe, n'est-ce pas? Alors, Glaucon, à ce compte, tu auras de nombreux et étranges philosophes, car me paraissent l'être tous ceux qui aiment les spectacles à cause du plaisir qu'ils éprouvent à apprendre, mais les plus bizarres à ranger dans cette classe sont ces gens avides d'entendre, qui certes n'assisteraient pas volontiers à une discussion telle que la nôtre, mais qui, comme s'ils avaient loué leurs oreilles pour écouter tous les cœurs, courent aux Dionysie, ne manquant ni celle des cités ni celle des campagnes. Appellerons-nous philosophes tous les hommes et ceux qui montrent de l'ardeur pour apprendre de semblables choses et ceux qui étudient les arts inférieurs? Assurément non, ces gens ressemblent simplement aux philosophes. Qui sont alors, selon toi, les vrais philosophes? Ceux qui aiment le spectacle de la vérité, répondis-je. Tu as certainement raison, reprit-il. Mais qu'entends-tu par là? Ce ne serait point facile à expliquer à un autre, mais je crois que tu m'accorderas ceci. Quoi? Puisque le beau et l'opposé du laid, ce sont deux choses distinctes. Comment non? Mais puisque ce sont deux choses distinctes, chacune d'elles est une, oui. Il en est du même, du juste et de l'injuste, du bon et du mauvais, et de toutes les autres formes. Chacune d'elles prise en soi est une, mais du fait qu'elles entrent en communauté avec des actions, des corps, et entre elles apparaissent partout et chacune semble multiple. Tu as raison, dit-il. C'est en ce sens que je distingue d'une part ceux qui aiment les spectacles, les arts, et sont des hommes pratiques, et d'autre part ceux dont il s'agit dans notre discours, les seuls qu'on puisse à bon droit appeler philosophes. En quel sens? Demanda-t-il. Les premiers, répondis-je, dont la curiosité est toute dans les yeux et dans les oreilles, aiment les belles voix, les belles couleurs, les belles figures et tous les ouvrages où il entre quelque chose de semblable. Mais leur intelligence est incapable de voir et d'aimer la nature du beau lui-même. Oui, il en est ainsi.